Bienvenue à tous, chers étudiants. Nous allons devoir reprendre notre cours de neurophysiologie. Nous sommes en train de pouvoir traiter le deuxième chapitre portant sur les afférences du système nerveux périphérique et aujourd'hui nous parlerons de la douleur qui constitue le quatrième chapitre dans ce second module. Encore une fois, bienvenue et je vous souhaite un excellent visionnage. Alors, au cours de notre exposé d'aujourd'hui, nous aurons à parcourir 10 points. Nous allons d'abord commencer par introduire le chapitre. Ensuite, nous parlerons des avantages de la sensation douloureuse. Nous allons traiter à propos des composantes de la douleur rapide et la douleur lente. Nous parlerons au quatrième point des nocicepteurs. Ensuite, nous traiterons des voies de la transmission de la douleur. Je ne vous révèle pas maintenant le sixième point parce qu'il est très important. Je préfère vous le révéler en dernier. Le septième point portera sur la douleur référée. Le huitième point portera sur la douleur viscérale. Et le neuvième point, nous traiterons de la différence du point de vue localisation entre la douleur pariétale et la douleur viscérale. Et puis, nous allons boucler ce chapitre par le dixième point. Alors, le sixième point dont je vous ai caché concernera bel et bien le contrôle de la douleur. Au fait, au niveau corporel, il existe des mécanismes physiologiques qui contribuent au contrôle de la douleur. Donc, le corps lui-même possède ces mécanismes-là qui lui permettent de pouvoir diminuer tant soit peu l'intensité de la douleur en fonction de la stimulation, sans même avoir à prendre certaines médications caractéristiques. Donc, nous aurons en parler en profondeur et nous finirons notre chapitre en parlant des céphalées. J'espère que chacun d'entre vous a déjà expérimenté des céphalées ou alors il y a même certains qui en expérimentent le plus souvent. Nous aurons à pouvoir élucider tous les mécanismes physiologiques qui interviennent bel et bien dans la survenue des céphalées. Voilà, je vous souhaite bonne assimilation de tous les points que nous allons devoir traiter au cours de cet exposé. Alors, nous allons introduire le chapitre. La douleur est définie comme une expérience émotionnelle désagréable. C'est la définition classique, donc quelque chose qui nous fait sentir mal. Donc, expérience émotionnelle désagréable. Mais il faut devoir nuancer. Il faut devoir nuancer quand on parle d'expérience émotionnelle désagréable. Cette expérience peut être accompagnée soit d'une destruction tissulaire ou alors carrément peut se dérouler dans des circonstances au cours desquelles les tissus ne sont pas lésés. Vous voyez, donc il faut bel et bien nuancer ces deux types de situations au cours desquelles la douleur peut survenir. Alors, la douleur a bel et bien de multiples descriptions. Donc, en fonction de la manière dont elle est ressentie, des patients décrivent la douleur de multiples façons. Il y a des patients qui la décrivent sous forme de crampes, surtout lors des contractions musculaires excessives, sous forme de brûlures, comme par exemple en cas des ulcères gastriques, sous forme de coups de poignard, comme la plupart des douleurs abdominales, par exemple la pancréatite, sous forme de constriction, de torsion, comme par exemple en cas d'infarctus du myocarde. Donc, il existe plusieurs façons de pouvoir décrire la douleur et chacune de ces façons dépend bel et bien de la sensation par la personne qui est concernée. Alors, la douleur peut survenir d'une lésion réelle ou potentielle du corps. Et lorsque la douleur est rattachée à une lésion potentielle du corps, elle vise bel et bien à pouvoir servir d'alarme. Donc, quelque chose qui vise à pouvoir nous aviser de la survenue potentielle d'une lésion d'une partie spécifique de notre organisme. Alors, il faut maintenant différencier la douleur aiguë de la douleur chronique. Normalement, on dit que la douleur est aiguë lorsque la douleur est d'abord
de courte durée, ça c'est un. Plus tard, nous aurons à expliquer pourquoi la douleur aiguë est de courte durée. Ensuite, la douleur a une localisation spécifique. Plus tard, nous aurons à expliquer pourquoi la douleur aiguë a bel et bien une localisation spécifique, contrairement à la douleur chronique qui a une localisation diffuse. Ensuite, la douleur aiguë est bel et bien répondante aux analgésiques plus facilement par rapport à la douleur chronique. Vous voyez. Alors, cette douleur chronique, elle est bel et bien le plus souvent rattachée aux organes profonds et elle est le plus souvent intermittente et répond très très difficilement aux analgésiques. Donc ça, ce sont bel et bien des notions qu'il faut maîtriser par rapport à la douleur. Alors, il y a des avantages qu'on peut rattacher à la sensation de la douleur. La douleur n'est pas toujours mauvaise. Bon, en elle-même, elle est mauvaise, mais ce qui fait en sorte que cette douleur soit avantageuse, c'est la raison d'existence de la douleur. Et ici, nous allons devoir traiter les différents avantages de la sensation douloureuse. Le premier avantage de la douleur, d'abord, c'est un signe d'alarme, surtout les douleurs de type aigu. Ce sont bel et bien des signes d'alarme qui visent à pouvoir nous aviser que quelque chose est en train de pouvoir subvenir à une partie spécifique de notre corps et à prendre nos dispositions. Voilà pourquoi ça, c'est un avantage très très important par rapport à la douleur. Ensuite, la douleur permet la prévention des dommages via le réflexe des retraits. Au fait, c'est la douleur qui motive le réflexe des retraits. Après nous avoir averti de la lésion, de la présence d'une lésion potentielle dans une partie spécifique du corps, la douleur nous permet bel et bien de pouvoir prendre conscience de cette situation et de pouvoir réagir face à la lésion et c'est dans ce cadre-là que la douleur explique bel et bien le réflexe des retraits. Ensuite, la douleur permet bel et bien à la personne de pouvoir se reposer. Nous savons nous-mêmes comment le repos est bel et bien important pour le corps. Nous aurons à pouvoir en parler, surtout lorsque nous aurons à traiter de la physiologie du sommeil. Au fait, c'est pendant le repos que le corps récupère tous ces substances chimiques et neuromédiateurs qu'il a utilisé au cours de la transmission nerveuse ou alors au cours des réactions métaboliques et biochimiques. Donc, en quelque sorte, la constitution des stocks de nos substances chimiques qui interviennent le plus souvent dans la plupart des réactions de l'organisme se fait pendant des repos. Alors, souvent, beaucoup de personnes bel et bien ressentent un besoin immédiat de pouvoir se reposer lorsqu'elles expérimentent une douleur spécifique. Comme par exemple, si vous avez trop travaillé, vous pouvez avoir des céphalées et vous allez décider de vous reposer justement pour tenter de pouvoir calmer ce genre de céphalée. Ou alors si par exemple vous avez fait un exercice physique intense, alors vous ressentez des crampes musculaires, là vous êtes obligé de vous reposer. Non seulement vous reposant, vous allez récupérer votre forme, mais aussi vous allez bel et bien reconstituer vos stocks en substances chimiques qui interviennent le plus souvent dans vos réactions métaboliques au sein de votre organisme. Alors, la douleur aussi incite au traitement. Donc, au fait, en quelque sorte, lorsqu'il y a une pathologie qui se caractérise par une douleur, en tout cas, c'est la douleur qui fait en sorte que nous puissions prendre des médicaments. Ni t'était la douleur, la pathologie en question ne serait jamais gênante et nous ne prendrons jamais des médicaments. Donc, c'est grâce à la douleur que la pathologie n'est pas bel et bien minimisée et nous prenons conscience de pouvoir prendre des traitements. Donc, en gros, vous voyez que la douleur regorge bel et bien beaucoup des avantages. Elle est vraiment importante pour pouvoir équilibrer ou maintenir de l'équilibre entre notre corps et l'environnement extérieur qui nous entoure. Alors ici, nous allons parler des composantes de la douleur. Il y a d'abord deux types de douleurs, la douleur rapide et la douleur lente.
Et toutes ces deux catégories de douleurs ont des caractéristiques tout à fait particulières. Par exemple, la douleur rapide, elle est ressentie dans les 100 millisecondes qui suivent la sensation douloureuse. Donc, dans un dixième de seconde, suivant la sensation douloureuse, vous pouvez la ressentir. C'est pas comme la douleur lente qui, elle, survient après une seconde d'application du stimulus nocicepteur. Donc, ça, c'est la première caractéristique qui est différente entre la douleur rapide et la douleur lente. Ensuite, la douleur rapide est décrite comme aiguë et piquante. Elle est décrite comme aiguë et piquante. Ensuite, la troisième caractéristique et la quatrième, c'est que la douleur rapide est bel et bien souvent ressentie superficiellement et signe bel et bien l'atteinte cutanée et elle est rare dans les tissus profonds, ce qui est le contraire de la douleur chronique. D'abord, elle, comme on l'avait déjà dit, elle est bel et bien ressentie, elle est bel et bien lente est ressentie dans la seconde qui suit l'application du stimulus, mais aussi elle s'accompagne le plus souvent des destructions tissulaires, ce qui n'est pas le cas de la douleur rapide qui joue le plus souvent le rôle d'alerte. Ensuite, elle intéresse à la fois la peau et les organes profonds. Donc, ça, il faut bel et bien noter, c'est parmi les caractéristiques principales qui signent des différences entre la douleur rapide et la douleur lente. Alors, ici, nous allons maintenant parler au quatrième point à propos des nocicepteurs ou des récepteurs de la douleur. Normalement, ces récepteurs, donc des nocicepteurs ou récepteurs de la douleur, ont trois caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est que ces récepteurs sont bel et bien des terminaisons nerveuses libres. Et vous comprendrez le plus souvent pourquoi ces récepteurs sont vraiment en grande quantité au niveau de la peau. Ça, c'est la première caractéristique, terminaison nerveuse libre. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est que ces récepteurs de la douleur, de ces nocicepteurs, sont bel et bien activés par trois types de stimulus. Le premier type de stimulus sont des stimulus mécaniques. Le deuxième type de stimulus, ce sont des stimuli thermiques. Et le troisième type de stimulus, ce sont bel et bien des stimuli chimiques. Maintenant, en rapport avec le type de stimulus qui bel et bien active les nocicepteurs, on peut pouvoir y rattacher bel et bien le type de douleur qui sera concomitant par rapport au stimulus en question. Je donne un exemple. Pour les stimuli mécaniques et thermiques, c'est la douleur rapide qui est bel et bien déclenchée. Et probablement parce que ces stimulus sont bel et bien plus destructeurs que les autres types de stimuli. C'est la raison pour laquelle la douleur doit être déclenchée rapidement et faire en sorte que le signe d'alerte puisse être bel et bien déclenché à temps. Par contre, pour les stimulus chimiques, c'est surtout la douleur lente qui est bel et bien déclenchée. Comme par exemple en cas de lésion ou d'irritation de la muqueuse d'une partie spécifique du tube digestif, vous aurez une douleur à type de brûlure et en quelque sorte la douleur sera bel et bien de type lente. Mais néanmoins, les stimuli pour la douleur lente, nous avons les trois types de stimuli. Des stimulus qui peuvent la déclencher en quelque sorte. Donc, la douleur rapide, en quelque sorte, en résumé, est déclenchée par les stimulus mécaniques et les stimulus thermiques, tandis que la douleur lente est déclenchée par les stimuli mécaniques, thermiques et surtout chimiques. Donc, il faut noter ces caractéristiques. Et la troisième caractéristique, c'est la nature non adaptative des récepteurs de la douleur ou des nocicepteurs. La fois dernière, vous vous rappelez bien, nous avons parlé de l'adaptation comme propriété de certains récepteurs. Nous avons dit que les récepteurs l'adaptation, nous avons d'abord défini l'adaptation en disant que c'est la diminution de la réponse au fur et à mesure que les récepteurs est en train de pouvoir être stimulés. Donc, une stimulation maintenue
continue fait en sorte que la réponse puisse diminuer progressivement jusqu'à disparaître. Et là, nous avons distingué deux types de récepteurs. Les récepteurs toniques ou statiques qui s'adaptent très lentement ou ne s'adaptent pas, et les récepteurs dynamiques ou phasiques qui s'adaptent très très rapidement. Alors ici, au niveau de nos nocicepteurs, ce sont des récepteurs qui s'adaptent très lentement ou ne s'adaptent même pas. Vous voyez, c'est ça la nature non adaptative. Ce sont bel et bien des récepteurs très très toniques, très toniques, très statique, de sorte que souvent il ne s'adapte pas. Vous voyez. Et c'est en parlant de cette notion de la qualité non adaptative de ces récepteurs que nous pouvons définir le terme d'hyperalgésie. Au fait, avec ces récepteurs de la douleur, c'est comme si le contraire se produit par rapport à ce que nous connaissons au sujet de l'adaptation. Donc, avec ces récepteurs, au fur et à mesure que vous êtes en train d'appliquer le stimulus, au lieu que la réponse puisse diminuer, la réponse est en train d'augmenter. Donc, la réponse nociceptive est en train d'augmenter. Et ça, vous allez constater. Donc, avec la douleur, si vous continuez à appliquer le stimulus douloureux, au fur et à mesure que vous augmentez le stimulus, au lieu que la douleur puisse diminuer, elle est en train d'augmenter. C'est ça le phénomène d'hyperalgésie. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important parce que, imaginez-vous, si ces récepteurs s'adaptaient facilement, s'adaptaient rapidement, face à une stimulation douloureuse, la réponse pourrait bel et bien disparaître alors que le stimuli est toujours en train d'être appliqué. Et ça causerait des lésions tissulaires très, très graves. Donc, Dieu a su arranger les choses. Il a fait que ces récepteurs ne soient d'adaptation rapide. Il les a rendus d'adaptation lente ou alors les a dotés d'une nature non adaptative pour nous garder en alerte à chaque fois qu'il y aura un stimuli nociceptif capable de pouvoir entraîner une lésion d'une partie quelconque de notre organisme. Grâce à cette qualité non adaptative de ces récepteurs, nous sommes capables de pouvoir prendre conscience de l'existence de ce genre de stimulus et par conséquent réagir face à ce genre de stimulus. Je donne un exemple pour les diabétiques. La majorité des diabétiques au stade terminal développent des pieds diabétiques comme complication. Il y a un soubassement neurologique dans la physiopathologie des pieds diabétiques. En quelque sorte, il y a une neuropathie périphérique qui survient avec lésion des fibres nerveuses, ce qui fait que les récepteurs tactiles ou les récepteurs douloureux n'arrivent pas à fonctionner ou disparaissent ou sont bel et bien détruits. Et en ce sens-là, les diabétiques ne seront pas capables de pouvoir détecter les stimulus périphériques. Ce qui fait que vous allez voir certains diabétiques peuvent se brûler carrément les pieds sans le savoir justement parce que les nocicepteurs sont déjà détruits. Par conséquent, ils sont incapables de pouvoir détecter la douleur et vous allez voir que dans la suite, les conséquences de cela seront en sorte que les lésions pourront bel et bien survenir suite à cette incapacité de pouvoir détecter la douleur. Donc ça, c'est très très important. Les trois caractéristiques, je me résume, ce sont des terminaisons nerveuses libres. Ils sont excités par trois types de stimulus et leur nature est non adaptative. Ce sont bel et bien des super récepteurs toniques ou statiques. Alors, on va parler maintenant des voies de la douleur. Et là, nous avons deux voies de la douleur. Les voies de la douleur rapides et les voies de la douleur lente ou chronique. Je vais vous expliquer en quoi ces voies consistent. Alors, ici, nous allons commencer par parler des voies de la douleur rapides et les voies de la douleur lente. Alors, la voie de la douleur rapide est transportée par des fibres de type A delta. Ces fibres de type A delta sont bel et bien des fibres, des petites fibres qui sont bel et bien myélinisées d'abord et la vitesse de conductibilité au sein de ces fibres de type A delta est très très grande. Elle est vraiment très très grande. Je pense que
il est de 6 à 30 mètres par seconde, tandis que au niveau des fibres du type C, la voie, donc ces fibres ont bel et bien une conductibilité de 0,5 à 2 mètres par seconde. Donc la voie de la douleur rapide est vraiment très rapide, probablement à cause de son caractère myélinisé, parce qu'ici la conduction se fait de façon saltatoire. Alors, au niveau de cette voie, il faut bel et bien noter qu'elle est connectée à des récepteurs, cette voie de sensibilité, donc cette voie de la douleur rapide, elle est connectée en périphérie aux nocicepteurs et détecte la sensation douloureuse, puis se dirige vers la corne postérieure de la moelle épinière à ce niveau. Maintenant, ici, je dois rappeler certaines notions neuroanatomiques au sein de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, vous avez une substance grise qui est centrale et une substance blanche qui est bel et bien périphérique. Alors, la substance grise au niveau médulaire a la forme d'un H, comme vous le voyez à ce niveau. Maintenant, au niveau des cornes grises, normalement, il a des cornes grises antérieures et la corne grise antérieure et la corne grise postérieure de chaque côté. Alors, au niveau de la corne grise, nous avons bel et bien des corps cellulaires ou alors des noyaux des neurones. Nous avons le noyau des neurones parce qu'il y a au niveau de la corne grise postérieure, il y a bel et bien des noyaux de neurones sensitifs, tandis qu'au niveau de la corne grise antérieure, nous avons bel et bien des noyaux des neurones moteurs ou des motoneurones. Parce que nous savons que les racines, pour les nerfs rachidiens qui amènent les influx nerveux au sein de la moelle épinière, la racine antérieure, donc les racines postérieures d'abord sont bel et bien sensitives, tandis que les racines antérieures sont bel et bien motrices. C'est la raison pour laquelle la corne postérieure de la moelle épinière comprend des noyaux des neurones sensitifs, alors que la corne antérieure comprend bel et bien des noyaux de neurones moteurs ou des motoneurones. Ça, c'est la première notion qu'il faut se rappeler par rapport à la, qu'est-ce que je vais dire, par rapport à la neuroanatomie de la moelle épinière. La deuxième notion qu'il faut se rappeler, c'est la répartition. C'est la répartition de la substance grise au sein de la corne postérieure de la moelle épinière. Donc, la répartition de ces noyaux. Alors, ici, nous avons plusieurs types de noyaux qui sont répartis en tenant compte bel et bien d'une classification qu'on appelle la lamination des Rixed. Donc, il y a une correspondance entre la localisation des noyaux au sein de la moelle épinière et les lames des Rixed. J'espère que vous avez vu en neuroanatomie la lamination des Rixed. Alors, au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, nous avons 4 types de noyaux. Nous avons donc de l'arrière vers l'avant, de l'arrière ou alors de l'arrière vers le centre. Nous avons le noyau marginal, nous avons la substance gélatineuse de Rolando, nous avons le nucleus propius ou le noyau propre et nous avons le noyau dorsal de Clark. Donc, noyau marginal, substance gélatineuse de Rolando, noyau propre ou nucleus propius et noyau dorsal de Clark. Alors, quand on va faire maintenant la correspondance avec la lamination des Rixed, le noyau marginal correspond bel et bien à la lame 1 des Rixed. Donc ici, c'est la lame 1 des Rixed, ça correspond bel et bien au noyau marginal. Alors la substance gélatineuse de Rolando correspond aux lames 2 et 3 des Rixed. Donc quand je dis lame 2 et 3 des Rixed, j'ai fait allusion à la substantia gelatinosa de Rolando. Ensuite, vous avez le noyau propre nucleus propius qui correspond aux lames 3, 4 et 5 des Rixed. Donc, le nucleus propius correspond aux lames 3, 4 et 5 des Rixed.
Et enfin, vous avez le noyau doxal de Clark qui correspond bel et bien à la lame 6 d'Erichsfeld. Ensuite, vous avez par exemple ces lames 7 et 8 qui correspondent, et 9, 7, 8, 9 qui correspondent bel et bien au motoneurone alpha, gamma et à la cellule des ranchos. Maintenant, on revient maintenant à nos fibres. La fibre de la douleur de type A delta provenant de nocicepteurs sous forme de terminaisons nerveuses libres en périphérie amène la sensation douloureuse jusqu'au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière et où exactement au niveau de la lame 2 d'Erichsfeld qui correspond bel et bien à la substantia gelatinosa de Rolando. C'est à ce niveau que cette première fibre arrive et c'est ça le premier neurone de la sensibilité, donc le premier neurone de la douleur rapide. Et à ce niveau, cette fibre sécrète un neuromédiateur excitateur, à savoir le glutamate, et le glutamate agit très rapidement. C'est parmi les différentes causes qui expliquent pourquoi la douleur aiguë est bel et bien une douleur rapide. D'abord, c'est parce qu'elle est transportée par une fibre A delta qui est myélinisée dont la vitesse de conductibilité est vraiment intense en raison de 6 à 30 mètres par seconde, mais aussi le neuromédiateur qui y est libéré, c'est le glutamate qui agit très rapidement. Et ça, c'est le premier neurone de la douleur rapide. Alors, pour la douleur lente aussi, elle est transportée par des fibres de type C qui sont bel et bien des fibres de la douleur lente. Ces fibres ne sont pas myélinisées. Ça, c'est la première caractéristique que possèdent ces fibres. D'abord, elles ne sont pas myélinisées. Ensuite, ces fibres ont bel et bien une vitesse réduite, en tout cas sensiblement réduite par rapport à la vitesse des fibres de type A delta, probablement parce que ces fibres ne sont pas, donc la conduction au sein de ces fibres est bel et bien linéaire, elle ne se déroule pas de façon saltatoire, de manière saltatoire. Et enfin, ces fibres de type C sécrètent bel et bien deux substances au niveau de la substantia gelatinosa de Rolando, ou la lame 2 ou lame 3 d'Erichsfeld. D'abord, le premier neuromédiateur, c'est le glutamate qui agit très rapidement, mais surtout ces fibres sécrètent bel et bien la substance P. La substance P, c'est le neuromédiateur qui est en majeure partie libéré par des fibres de la douleur lente. Ça, on a traité à propos des premiers neurones de la voie de la douleur rapide et la voie de la douleur lente. Maintenant, au niveau du deuxième neurone, à ce niveau, au niveau du deuxième neurone, ces deux voies vont emprunter bel et bien des voies différentes. La voie de la douleur rapide empruntera la voie néospinothalamique, tandis que la voie de la douleur lente va bel et bien emprunter la voie paléospinothalamique. Vous voyez donc, douleur rapide, voie néospinothalamique au niveau du deuxième neurone, tandis que douleur lente, voie paléospinothalamique au niveau du deuxième neurone. Et maintenant, là, nous allons expliquer ces deux voies, donc la voie paléospinothalamique et la voie néospinothalamique. Alors, nous commençons par la voie néospinothalamique pour la douleur rapide des fibres de type A delta. C'est que cette voie débute au niveau de la lame 2 d'Erichsfeld ou substantia gelatinosa de Rolando, se dirige vers la commissure grise antérieure. Au fait, au niveau de la moelle épinière, ici au centre, vous avez le canal épendymère. En avant, vous avez la substance grise qui est localisée en avant du canal épendymère, porte le nom de commissure grise antérieure, tandis que la substance grise qui est localisée en arrière du canal épendymère porte bel et bien le nom de commissure grise postérieure. Alors, cette voie, donc ce second neurone qui tend la substantia gelatinosa de Rolando, passe à travers la commissure grise antérieure
vous la voyez, elle passe et puis elle emprunte la voie antérolatérale. Le faisceau spinothalamique antérolatéral, ça la voie antérolatérale dans son trajet vers l'encéphale. Et ici, nous allons décrire son trajet. En montant à travers cette voie antérolatérale, il arrive d'abord au niveau de la formation réticulaire du tronc cérébral et il fait synapse. Ensuite, elle monte jusqu'au niveau du complexe ventro-basal du thalamus. Donc, jusqu'à arriver au niveau du complexe ventro-basal du thalamus. Ensuite, certaines fibres constituent bel et bien ce qu'on appelle les fibres thalamo-corticales. Donc, quittent le thalamus et vont jusqu'au niveau du cortex somatosensoriel. Donc, vous comprenez que les fibres de type A delta arrivent jusqu'au niveau cortical, jusqu'au niveau du cortex somatosensoriel et c'est la raison pour laquelle la douleur rapide est facilement localisable parce qu'au fait, ces voies arrivent jusqu'au niveau du cortex somatosensoriel. Ce qui n'est pas le cas pour la douleur de type lente. Ici, pour la douleur de type lente qui est transportée par des fibres de type C, qu'est-ce qui se passe au niveau de la substantia gelatinosa de Rolando? Au lieu que la fibre de type C migre aussi directement à travers le canal, à travers la commission grise antérieure pour emprunter la voie antérolatérale, cette fibre de type C va emprunter la voie paléospinothalamique et nous allons l'expliquer. Donc, à partir de la substantia gelatinosa de Rolando, qui est localisée dans la lame 3 d'Erexède, il va aller jusqu'à la lame 5 d'Erexède. La lame 5 d'Erexède fait partie bel et bien du nucleus propius, parce que nous avons dit que la lame 1, c'est bel et bien le noyau marginal, les lames 2 et 3, c'est la substantia gelatinosa de Rolando, tandis que les lames 3, 4 et 5 correspondent au noyau propre, au nucleus propius, et la lame 6 d'Erexède correspond au noyau dorsal de Clark. Donc ici, le faisceau spinothalamique, pas spinothalamique, mais le faisceau paléospinothalamique consiste à la jonction entre la lame 3 d'Erexède et la lame 5 d'Erexède. Donc substantia gelatinosa de Rolando et nucleus propius. Et ensuite, des fibres quittent le nucleus propius ou lame 5 d'Erexède, décussent aussi à travers la commission grise antérieure pour emprunter la même voie, la voie antérolatérale qu'empruntent les fibres de la douleur aiguë. Mais ici, il y a des différences, on va en parler tout de suite. Alors, cette voie paléospinothalamique, d'abord, la différence avec la voie des fibres A delta, c'est que cette voie n'arrive pas au niveau du cortex somatosensoriel. Donc, les 3/4 des fibres de cette voie paléospinothalamique s'arrêtent au niveau du tronc cérébral. Ça, c'est la première différence. Donc, 3/4 de ces fibres s'arrêtent au niveau du tronc cérébral et 1/4 des fibres arrivent au niveau du thalamus et aucune fibre n'arrive au niveau du cortex cérébral. Alors, sur les 3/4 des fibres qui arrivent au niveau, qui s'arrêtent au niveau du tronc cérébral, au niveau de cette voie paléospinothalamique, nous avons d'abord des fibres qui s'arrête au niveau de la formation réticulée, du tronc cérébral. Ensuite, certaines fibres s'arrêtent au niveau de la substance grise périachédicale. Donc, vous avez l'achédique de Sylvius et l'achédique de Sylvius est bel et bien un canal qui relie le troisième ventricule et le quatrième ventricule localisé au niveau du mésencéphale. Alors, de part et d'autre de l'achédique de Sylvius, vous avez de la substance grise, des petits noyaux de substance grise et on les appelle la substance grise périachédicale. Donc, le deuxième faisceau de fibres s'arrête à ce niveau, au niveau de la substance grise périachédicale. Et le troisième faisceau de fibres s'arrête bel et bien au niveau
du tectum, du mésencéphale. Or, vous savez que le tronc cérébral est constitué de façon architecturale en partie postérieure qu'on appelle le tectum, partie centrale qu'on appelle le tegmentum et la partie antérieure qu'on appelle la calotte. Alors, au niveau du tectum du mésencéphale, donc la partie postérieure, on a bel et bien des tubercules quadrigimaux qu'on appelle actuellement des colliculi supérieurs et inférieurs. Donc, un colliculus, plusieurs colliculi. Ça, vous avez vu en neuroanatomie. Donc, ici, je me résume. Pour la voie paléo-spinothalamique, les trois quarts des fibres s'arrêtent au niveau du tronc cérébral, à savoir au niveau de la formation réticulaire du tronc cérébral, ensuite au niveau de la substance graisse périacédicale et enfin au niveau du tectum du mésencéphale, au niveau plus précisément des tubercules quadrigimaux. Tandis que les un quart montent au niveau du thalamus et zéro fibre n'arrive au niveau corticale. C'est ça les voies de la douleur rapide et les voies de la douleur lente. Alors, il faut signaler aussi, rappeler ici que la douleur, les fibres de type A delta sécrètent ici les glutamates qui agit rapidement, tandis que les fibres de type C sécrètent bel et bien non seulement le glutamate, mais aussi le plus souvent la substance P qui, elle, agit bel et bien lentement. Alors, nous allons devoir parler maintenant du sixième point concernant le contrôle de la douleur. Et en ce qui concerne le contrôle de la douleur, nous avons deux théories. Nous avons d'abord une théorie ancienne qui a été décrite vers les années 1925-1926. Elle est vraiment ancienne. Et puis, nous avons une théorie nouvelle. La première théorie, on l'appelle la théorie du gate control de Metczak. C'est vraiment une théorie qui a été découverte par Ronald Metczak et Patrick Cole. C'était vers les années 1920, 24, 22, des histoires pareilles. Je ne me rappelle pas exactement l'année. Mais aussi, nous avons la deuxième théorie, c'est la théorie des voies analgésiques descendantes. Alors, nous allons commencer par la théorie du gate control. Qu'est-ce qui stipule cette théorie? Selon cette théorie, les fibres longues, quand je dis les fibres longues, vous allez comprendre ce que ça signifie. Donc, en quelque sorte, les influx en provenance des grosses fibres, des fibres longues et grosses, plus particulièrement des fibres de la sensibilité tactile, exercent bel et bien un tonus inhibiteur sur la voie de la douleur, mais ce tonus est levé à l'arrivée d'une sensation nociceptive suffisante qui entraînera bel et bien l'ouverture de la porte. Et ici, je vais expliquer ce que cela signifie. Prenons ce croquis. Je vais vous expliquer. Alors, ici, vous avez par exemple votre épaule et vous avez vos terminaisons nerveuses libres qui constituent bel et bien les nocicepteurs. Vous appliquez une sensation, donc un stimuli nociceptif. Les stimuli nociceptifs, mais ce qui est bel et bien intéressant dans cette situation, c'est que au même endroit de la peau où vous appliquez les stimuli nociceptifs, au même endroit, il y a des récepteurs tactiles qui seront aussi stimulés. Vous voyez, comme par exemple le corpuscule des Vater. Donc, avec ceci, vous allez constater que les stimuli nociceptifs, donc les nocicepteurs seront bel et bien stimulés concomitamment avec des récepteurs tactiles au même endroit de la peau où on applique le stimulus. Donc, en quelque sorte, le stimuli mécanique, lorsqu'il est exagéré, lui-même peut bel et bien devenir le stimuli nociceptif. Donc, je vous donne un exemple. Si vous pincez par exemple votre épaule, en pinçant votre épaule, si vous la pincez très fort, vous sentez de la douleur. Mais vous sentez aussi comment vous vous touchez.
C'est justement à ce niveau où vous avez des récepteurs tactiles qui sont bel et bien stimulés, mais aussi des nocicepteurs ou des récepteurs de la douleur sont stimulés au même moment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les nocicepteurs sont stimulés, ils transportent la sensation douloureuse via des fibres rapides A delta ou des fibres lentes de type C vers la corne postérieure de la moelle épinière via la substantia gelatinosa de Rolando. Vous voyez. Alors, les fibres aussi de la sensibilité tactile, elles aussi débarquent au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, au niveau de la même substantia gelatinosa de Rolando. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Il existe un troisième neurone inhibiteur au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Alors, les fibres de la sensibilité tactile, vous voyez donc, normalement les fibres, cette fibre de la sensibilité algique ou cette fibre conductrice de la douleur, que ce soit fibre de type C ou de type A delta, inhibe ces neurones, cet interneurone inhibiteur. Tandis que les fibres de la sensibilité tactile, elles sont jointes à ce neurone inhibiteur de la corne postérieure de la moelle via les fibres collatérales, mais elles l'activent. Vous comprenez? Donc, ici, vous avez un troisième neurone qui est activé par des fibres de la sensibilité tactile, tandis qu'il est inhibé par des fibres transporteuses de la douleur, que ce soit des fibres de type A delta ou les fibres de type C. Donc, la voie tactile active cet interneurone inhibiteur de la moelle, tandis que la voie douloureuse, les voies de la douleur A delta ou type C l'inhibe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez votre sensation de la douleur, si l'activation de la voie tactile, et donc l'emporte sur l'inhibition de la voie de la douleur, qu'est-ce qui va se passer? Cet interneurone sera stimulé. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc, cet interneurone est en connexion avec les deux voies, à la fois avec la voie de la sensibilité tactile et la voie de la sensibilité tactile et la voie conductrice de la douleur. Alors, cet interneurone est connecté aux deux voies via des collatérales. Alors, la collatérale en provenance de la voie de la sensibilité tactile active normalement cet interneurone et la collatérale en provenance de la fibre conductrice de la douleur inhibe cet interneurone. Or, lorsque cet interneurone, maintenant ici, l'action de cet interneurone, la façon dont cet interneurone va se comporter dépendra du degré d'activation en provenance des fibres de la sensibilité tactile avec le degré d'inhibition en provenance des fibres de la sensibilité douloureuse ou des fibres conductrices de la douleur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si la sensibilité, si les fibres en provenance de la sensibilité tactile envoient une impulsion excitatrice, activatrice, qui l'emporte sur l'inhibition envoyée par les voies de la douleur, cet interneurone sera bel et bien activé. Or, qu'est-ce qui se passe? Lorsque cet interneurone est activé, il sécrète le GABA. Vous voyez, donc, quand l'interneurone est activé, aussi longtemps que l'interneurone sera activé, vu que l'activation, la stimulation en provenance des fibres tactiles est bel et bien supérieure à l'inhibition en provenance des voies de la douleur, cet interneurone va bel et bien libérer le GABA. Et en libérant le GABA, qu'est-ce qui va se passer? Le GABA ou acide gamma-aminobutyrique, c'est bel et bien un neuromédiateur inhibiteur.
en libérant les GABA au niveau de cette substantia gélatinosa de Rolando, qu'est-ce qui va se passer? Cet interneurone va bel et bien inhiber la transmission de la douleur de ce premier neurone qui va des nocicepteurs vers la substantia gélatinosa de Rolando, vers le second neurone qui est censé emprunter les voies spinothalamiques, que ce soit paléo ou néospinothalamique, vers l'encéphale. Et c'est ainsi que la douleur est bel et bien inhibée. Vous voyez. Maintenant, pour que la douleur puisse être transportée au niveau du système, au niveau des voies longues, ou pour que la douleur, le stimuli douloureux puisse emprunter ce faisceau spinothalamique, cette voie spinothalamique, que ce soit paléo ou néospinothalamique, il faut que la stimulation nociceptive soit en tout cas intense, de sorte qu'elle va inhiber de façon accrue cet interneurone inhibiteur que ne l'effet l'activation en provenance des voies de la sensibilité tactile. Alors, vous allez voir que le stimuli nociceptif, l'action du stimuli nociceptif va l'emporter sur l'action de ces fibres tactiles au niveau de cet interneurone inhibiteur et par conséquent, cette fibre ne saura pas, cet interneurone ne saura pas libérer les GABA à ce niveau. Et quel est le résultat? L'influx douloureux ou l'influx nocicepteur va bel et bien atteindre le deuxième neurone et migrera à travers le faisceau spinothalamique jusqu'au niveau du tronc cérébral, du thalamus. Et s'il s'agit bel et bien des fibres de type A delta au niveau du cortex somatosensoriel via des fibres thalamo-corticales. Et c'est ça la théorie du gate control. Donc, en quelque sorte, lorsque le stimuli nociceptif est intense, il arrive bel et bien à vaincre la stimulation en provenance des récepteurs, en provenance des fibres tactiles sur le petit neurone inhibiteur et par conséquent, ouvre la porte et la douleur passe vers le second neurone. Donc, la porte est ouverte. Porte en anglais signifie gate. Et c'est ça la théorie du gate control. Donc, contrôle de la porte. Normalement, une petite porte en anglais, c'est door, mais une grosse porte ou un portail porte le nom de gate. Et c'est de cette façon-là que cette théorie porte bel et bien le nom de la théorie du gate control. J'espère que tout le monde a compris. Alors, il y a maintenant la deuxième théorie que nous allons devoir traiter, c'est la théorie des voies analgésiques. Je ne sais pas dessiner, je vais tenter un peu de vous expliquer ce croquis. Alors, ici vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici j'ai tenté de dessiner l'encéphale et la moelle épinière, une partie bel et bien évidemment. Ici, vous avez les deux thalamies avec leur lame médullaire interne qui a la forme d'Y et qui divise le thalamus en zone antérieure, donc les noyaux thalamiques en groupe antérieur, groupe interne et groupe externe. Alors, de part et d'autre du thalamus, vous avez en haut, vous avez les ventricules latéraux, mais ici en bas, vous avez, ici entre les thalamus, vous avez le troisième ventricule. Et à côté du troisième ventricule, donc en bas du troisième ventricule, vous avez bel et bien l'aqueduc de Sylvius. Et en bas de l'aqueduc de Sylvius, vous avez la formation réticulée qui comprend ces noyaux paragigantocellulaires. Alors, cette voie, ce système de voies analgésiques descendant fait intervenir 4 types, donc en quelque sorte, ça fait intervenir 5 types de noyaux. Le premier type de noyaux, ce sont bel et bien des noyaux paraventriculaires. Donc ici, vous avez le noyau de la substance grise paraventriculaire. Donc, c'est celle que j'appelle SGPV. Ici, vous avez le ventricule latéral. À côté du ventricule latéral, vous avez une substance grise avec des noyaux gris. Et ces noyaux gris que moi j'ai représentés ici en vert sont appelés, constituent ce qu'on appelle la substance grise paraventriculaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça fait intervenir la substance grise para-aquédicale.
Donc, vous avez l'aqueduc du mésencéphale. De part et d'autre, vous avez des petits noyaux gris. On les appelle la substance grise périaquéducale. Ensuite, ça fait intervenir en troisième lieu des noyaux du locus ceruleus. Ici, vous avez les noyaux gris du locus ceruleus, toujours au niveau du tronc cérébral. Ensuite, ça fait intervenir les noyaux de la formation réticulée paragigantocellulaire. Donc, la formation réticulée comprend des noyaux paragigantocellulaires. Et enfin, au niveau du bulbe, vous avez des petits noyaux ici en bas qu'on appelle les noyaux du rafet médian. Donc, en quelque sorte, ça fait intervenir les noyaux paraventriculaires, les noyaux de la substance grise paraventriculaire, les noyaux de la substance grise périaquéducale, les noyaux du locus ceruleus, la formation réticulée du tronc cérébral et les noyaux du rafet médian. Alors, expliquons maintenant qu'est-ce qui se passe avec ce système de voies analgésiques descendantes. C'est que normalement, dans leur trajet vers l'encéphale, en empruntant des faisceaux spinaux, donc la voie antérolatérale, les fibres de la sensibilité, donc les fibres de la douleur rapide de type A delta ou les fibres de la douleur lente, stimulent d'abord bel et bien cette substance grise périventriculaire, mais aussi une fois arrivé au cerveau, il y a bel et bien des fibres qui quittent bel et bien le cortex somatosensoriel pour venir stimuler cette substance grise périventriculaire via bel et bien le système limbique. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que la substance grise périventriculaire est bel et bien stimulée? Elle va bel et bien envoyer via ces neurones stimuler d'abord la substance grise périaquéducale. Ensuite, elle va stimuler vers les bas, pas vers les bas, mais un peu vers les côtés, les noyaux du locus ceruleus. Or, ces noyaux du locus ceruleus produisent de la noradrénaline. Donc, une fois stimulés, ces noyaux vont bel et bien sécréter via des fibres noradrénergiques de l'adrénaline. Et c'est ça la première catégorie des fibres qui est noradrénergique en provenance du locus ceruleus. Alors, on continue. Les noyaux de la substance grise périventriculaire stimulent encore vers les bas, à ce niveau, les noyaux paragigantocellulaires de la formation réticulée du tronc cérébral. Or, ces noyaux paragigantocellulaires de la formation réticulée du tronc cérébral sécrètent bel et bien un neuromédiateur qu'on appelle les 5-hydroxytryptamine ou sérotonine. C'est ainsi qu'à partir de cette formation réticulée du tronc cérébral émergent bel et bien des fibres sérotoninergiques qui vont descendre vers les bas. Ça, ces deux sont bel et bien des fibres sérotoninergiques en provenance de la formation réticulée qui descendent bel et bien vers les bas. Alors, enfin, les fibres en provenance de la substance grise périventriculaire vont maintenant stimuler plus loin vers les bas les noyaux du rafet médian. Or, ces noyaux du rafet médian aussi produisent ou sécrètent de la sérotonine 5-hydroxytryptamine. Donc, à partir de ces noyaux, vont émerger des fibres qui vont aussi se diriger vers les bas. Vous voyez, ce sont des fibres qui se dirigent vers les bas et là, ça se dirige vers les bas et ce sont bel et bien aussi des fibres sérotoninergiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La réunion entre les fibres noradrénergiques en provenance du locus ceruleus avec des deux types de fibres sérotoninergiques en provenance à la fois de la formation réticulée avec ses noyaux paragigantocellulaires, mais aussi en provenance des noyaux du rafet médian, vont bel et bien se rejoindre et former un seul faisceau de fibres. C'est les faisceaux que je suis en train de vous montrer ici. Et de l'autre côté, un seul faisceau de fibres
qui va aboutir jusqu'au niveau de la moelle épinière, au niveau de la substantia gelatinosa de Rolando, et va y sécréter à la fois la noradrénaline et la sérotonine. J'espère que tout le monde a compris jusqu'à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui se passera par la suite? C'est ce que nous allons voir. Par la suite, vous allez voir que lorsque ces fibres arrivent au niveau, ces faisceaux descendants, comportant à la fois des fibres en provenance du locus coeruleus qui sécrètent la noradrénaline et des fibres en provenance de la substance de la formation réticulée du tronc cérébral ainsi que des noyaux du raphe médian qui sont bel et bien sérotoninergiques arrivent au niveau de la substantia gelatinosa de Rolando, ils vont bel et bien sécréter la sérotonine et la noradrénaline, et les deux substances, à savoir sérotonine et noradrénaline, vont bel et bien stimuler un petit neurone inhibiteur localisé au niveau de la substantia gelatinosa de Rolando. C'est ce petit neurone en rouge que je suis en train de vous montrer en rouge. Il sera stimulé et une fois stimulé, qu'est-ce que fait ce petit neurone? Il va sécréter bel et bien des substances opioïdes endogènes, à savoir les encéphalines, les dysnorphines, les endorphines. Encéphaline, dysnorphine et endorphine seront bel et bien sécrétées. Ce sont bel et bien des substances opioïdes endogènes et seront bel et bien des substances dotées de propriétés analgésiques, en ce sens que ces substances vont bel et bien inhiber la transmission de la douleur au niveau de la substantia gelatinosa de Rolando. Ils vont inhiber le premier neurone en les rendant incapables de pouvoir transmettre l'influx nociceptif, l'influx nocicepteur plutôt, vers le second neurone qui est censé emprunter la voie spinothalamique ou la voie antérolatérale. Et c'est de cette façon que se déroule ce système des voies analgésiques descendantes. Et ici, avec ce système, la douleur est bel et bien inhibée. J'espère que vous avez bel et bien compris ce système. Alors, nous allons parler maintenant de la douleur référée. Normalement, la douleur référée, c'est bel et bien une douleur qui est ressentie loin de son origine réelle. Et cette douleur comprend plusieurs mécanismes. D'abord, il faut bel et bien parler de l'importance de cette douleur référée. Vous voyez, par exemple, il y a bel et bien des douleurs qui sont localisées au niveau des viscères, mais ne sont pas ressenties au niveau des viscères, sont ressenties par exemple au niveau de la peau. Maintenant, ça, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, la douleur en cas d'infarctus du myocarde. Donc, il y a un phénomène ischémique qui se déroule au niveau du myocarde, mais la douleur est ressentie au niveau de l'épaule gauche, au niveau de la face interne du bras gauche et au niveau du petit doigt gauche. Donc, vous comprenez que c'est vrai, c'est bel et bien une notion très très importante parce que là, la douleur est référée. Maintenant, il nous faut expliquer pourquoi la douleur est référée et qu'est-ce qui se passe, quel est le mécanisme. Au fait, c'est qu'il faut comprendre en cas de douleur référée, en quelque sorte, par exemple, le cas le plus typique, ce sont les douleurs viscérales qui sont ressenties au niveau superficiel ou au niveau de la peau. Vous avez par exemple des fibres nerveuses viscérales, qui sont bel et bien connectées aux nocicepteurs au niveau des viscères abdominaux par exemple. Alors ces fibres nerveuses viscérales se dirigent vers la moelle épinière en empruntant des racines postérieures. Ici vous avez les ganglions spinales avec ces cellules antidéranviées et vont bel et bien au niveau de la moelle, donc de la substance grise de la moelle, de la corne grise de la moelle épinière, plus particulièrement au niveau de la substance gélatinosa de Rolando.
Vous comprenez? Alors, les fibres cutanées aussi viennent de la peau et empruntent aussi les racines postérieures et arrivent au niveau de la substantia gelatinosa de Rolando de la cornée postérieure de la moelle. Cette substantia gelatinosa correspond, comme on a dit, aux lames 2 et 3 des Rexèdes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez bel et bien mon curseur, ce que je suis en train de vous montrer. Vous avez, prenons par exemple, cette voie de la douleur, c'est une voie qui provient des viscères et elle va à ce niveau. Elle emprunte ce noyau au niveau de la substance gélatinosa de Rolando. Alors, vous voyez aussi cette voie en provenance de la peau qui va bel et bien dans la substance gélatinosa de Rolando. Alors, les deux voies se rejoignent au même moment et empruntent le seul neurone du deuxième ordre qui empruntera bel et bien la voie antérolatérale du côté opposé. Alors, si vous vous rappelez bien de ce que je vous ai dit avec la loi de projection, on avait stipulé que lorsque un récepteur est relié au cerveau à travers une fibre nerveuse, à n'importe quel endroit où vous stimulez la fibre nerveuse, la sensation va bel et bien se sentir ou se localiser au niveau de là où se trouvent les récepteurs. Et c'est la même loi de projection qui se déroule à ce niveau. Vous allez voir que cette fibre viscérale de la douleur et cette fibre cutanée de la douleur partagent pratiquement le même neurone du second degré. Les mêmes neurones du second degré dans la transmission de la douleur vers le système nerveux central. Il en est de même avec, par exemple, cette fibre de la sensibilité, cutanée qui va à ce niveau avec cette autre fibre de la sensibilité viscérale, de la sensibilité douloureuse viscérale qui arrive à ce niveau. Les deux fibres, donc celle-ci et celle-ci, partagent les deux le même neurone du second degré. Voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque les sensations douloureuses provenant des viscères arrivent bel et bien au niveau de la substance gélatinosa et sont larguées au niveau du deuxième neurone? Ces sensations seront bel et bien ressenties au niveau des récepteurs qui sont localisés au niveau de la peau qui partagent la même voie de transmission de la douleur du point de vue neurone du second ordre. C'est ça, c'est ce qui explique la douleur référée. Donc, lorsque les stimuli arrivent à ce niveau, les stimuli nocicepteurs arrivent à ce niveau, il ne sera pas seulement ressenti au niveau du viscère, mais il sera aussi ressenti au niveau de la région cutanée qui est bel et bien innervée, par exemple, par cette fibre. Vous voyez? Parce que cette fibre, elle provient de la peau, mais elle partage quand même le deuxième neurone du second degré par rapport à cette fibre qui provient des viscères. Donc, quand l'influx nocicepteur arrive à ce niveau, elle sera ressentie non pas seulement au niveau de la viscère, mais au niveau du viscère, mais aussi au niveau de la fibre cutanée, donc de la localisation de la zone cutanée qui est bel et bien innervée par cette fibre. Et c'est ce qui explique que certaines douleurs viscérales sont bel et bien ressenties dans certains endroits spécifiques de la peau. C'est ça le mécanisme qui explique la douleur référée. J'espère que vous avez bel et bien compris. Alors, nous allons parler à propos de la douleur viscérale. La douleur viscérale est bel et bien différente de la douleur superficielle de deux manières. D'abord, la douleur viscérale, l'intensité de la douleur viscérale fait en sorte que donc son intensité dépend bel et bien de la localisation du stimulus. Donc, elle est moindre si la lésion est dotée d'une localisation précise. Par exemple, un chirurgien qui coupe un intestin, la douleur ne sera pas vraiment intense parce que la lésion est bel et bien localisée à un endroit très précis. Mais au contraire, lorsque vous avez
euh, le caractère diffus de la lésion, alors là, la douleur sera bel et bien intense. Ça, c'est la première caractéristique qui fait la différence entre la douleur superficielle et la douleur viscérale. Et ça, c'est pratiquement la caractéristique qui les oppose. Donc, les lésions très localisées des viscères sont rarement à l'origine d'une douleur intense. Je vous ai donné l'exemple d'un chirurgien qui venait de sectionner une partie de l'intestin d'un patient et dont la section ne va pas bel et bien causer trop de douleur. Mais aussi, le stimulus diffus des terminaisons nerveuses entraîne bel et bien une douleur sévère. Bel et bien, ça s'explique par le fait qu'une stimulation diffuse va bel et bien occasionner une douleur beaucoup plus intense. Alors, il y a plusieurs causes de la douleur viscérale, vrai, on va les citer. Nous avons par exemple l'ischémie. Normalement, l'ischémie s'accompagne bel et bien de la production des déchets du métabolisme, et ce sont ces déchets-là du métabolisme qui font en sorte que la douleur puisse être bel et bien ressentie, parce que ces déchets inhibent bel et bien, pas inhibent, mais irritent bel et bien les terminaisons nerveuses. Ensuite, nous avons par exemple des stimulants chimiques. Prenons par exemple une perforation gastrique. Quand par exemple votre estomac arrive à pouvoir se perforer, l'acide chlorhydrique sera bel et bien déversé au niveau péritonéal et le péritone sera bel et bien irrité par ce produit chimique. Et ça crée bel et bien une douleur en tout cas très très vive, franchement insupportable. Très insupportable. Ensuite, vous avez le spasme d'un viscère creux. Normalement, le spasme d'un viscère creux s'accompagne bel et bien soit de la stimulation mécanique des récepteurs de la douleur, ou alors bel et bien la compression des vaisseaux sanguins qui peut entraîner une ischémie, et c'est cette ischémie-là qui sera bel et bien à l'origine de la douleur par le fait qu'elle est capable de pouvoir irriter les récepteurs de la douleur suite à la production des déchets du métabolisme. Alors, il y a aussi la distension d'un organe creux qui peut aussi stimuler mécaniquement les nocicepteurs, mais aussi ça peut aussi entraîner une ischémie, et nous avons dit que l'ischémie via les déchets du métabolisme est capable d'irriter les terminaisons nerveuses et créer de la douleur. Mais aussi, il faut noter qu'il y a des viscères qui sont insensibles, comme par exemple le foie, le parenchyme hépatique et les alvéoles pulmonaires. Néanmoins, il y a la capsule de Glisson ou la capsule hépatique qui est très sensible, et la plèvre aussi. C'est la raison pour laquelle, en cas d'épanchement pleural, vous avez vraiment une douleur aiguë de type pointe-côté. C'est vraiment une douleur très pénible qui résulte bel et bien de l'irritation de la plèvre des deux feuillets de la plèvre par l'épanchement liquidien qui est en train de pouvoir s'y connecter. Alors, il y a maintenant la localisation de la douleur viscérale contre la douleur pariétale. Là, on va parler bel et bien de la voie de transmission, et la différence, c'est que la douleur viscérale est difficile à localiser. D'abord, comme première raison qui explique cela, c'est parce que le cerveau lui-même n'a pas conscience à lui-même de l'existence des viscères, étant donné que la plupart des viscères sont bel et bien innervés par le système nerveux autonome. Or, le système nerveux autonome, que ce soit le système orthosympathique ou parasympathique, n'est pas sous le contrôle de l'encéphale, mais il est sous le contrôle de la moelle épinière. Donc, c'est la raison pour laquelle les fibres nerveuses en rapport avec... donc, il n'existe pas de fibres nerveuses qui relient les viscères au cortex cérébral, et c'est ce qui fait que le cortex cérébral étant bel et bien le centre de la conscience, c'est ce qui fait que le cerveau lui-même n'a pas vraiment conscience de l'existence des viscères, et par conséquent ne pourra même pas
bel et bien nous procurer une localisation précise de la douleur viscérale. Ça, c'est la première explication. Maintenant, donc le cerveau ignore par expérience directe que les différents organes externes existent, mais aussi les différents organes internes. Les sensations provenant de l'abdomen, du thorax sont transmises par deux voies au système nerveux central. La vraie voie viscérale, bel et bien qui est médiée par le système nerveux autonome. Or, le système nerveux autonome est régulé au niveau de la moelle épinière. C'est la moelle épinière qui est le centre nerveux du système nerveux autonome, et par la voie pariétale. Et quand on parle des voies pariétales, ça entre bel et bien dans le phénomène de l'arc réflexe. Ensuite, nous allons finir ce chapitre en parlant des céphalées. Tout le monde a déjà expérimenté les céphalées, et le plus souvent, vous avez des céphalées et vous prenez du paracétamol. Voilà pourquoi nous allons en parler. Alors, les céphalées sont des types de douleurs qui se réfèrent à la surface de la tête en provenance des structures profondes de la tête. Mais ici, il faut bel et bien nuancer. Les céphalées peuvent être dues soit aux causes contenues à l'intérieur de la boîte crânienne. Là, on parle des céphalées intracrâniennes, ou alors des causes contenues à l'extérieur de la boîte crânienne, et là on parlera bel et bien des céphalées extracrâniennes. Donc certains céphalées proviennent des stimuli douloureux qui proviennent de l'intérieur du crâne. Là on parle des céphalées intracrâniennes, mais d'autres résultent bel et bien des douleurs qui proviennent de l'extérieur du crâne, comme par exemple les sinus nasaux, et là on parle des céphalées extracrâniennes. Donc là il faut bel et bien noter cette nuance. Alors ça, c'est un croquis qui vous permet de pouvoir vous procurer vous-même une orientation étiologique à partir de la localisation des céphalées tel que peut l'exprimer un patient. Donc, un patient qui prétend que les céphalées qu'il a sont bel et bien localisées au niveau de la partie postérieure de la tête, là, ça vous fera penser aux céphalées d'origine cérébelleuse et aux céphalées qui ont une origine au niveau du tronc cérébral. Et lorsque les céphalées sont d'origine cérébelleuse, le plus souvent, il y a bel et bien des troubles de l'équilibre qui y sont associés. Ensuite, vous avez des céphalées en provenance de la voûte crânienne, de la voûte cérébrale. Et ici, vous avez des céphalées en provenance des régions oculaires et des régions sinusales. Donc, si par exemple, vous avez un malade qui se plaint que la grande intensité de la douleur, c'est au niveau aux alentours des yeux et du nez, là, il faut bel et bien examiner les sinus nasaux et faire un examen oculaire, parce que probablement ces céphalées sont d'origine des sinus nasaux, ou alors d'origine oculaire. Ça, c'est un coquille très très important qui nous permet de pouvoir nous orienter en clinique très très rapidement. Alors, vous avez maintenant des zones de céphalées d'origine intracrânienne, et ici nous allons parler des zones sensibles à la douleur au niveau de la voûte crânienne. Normalement, il faut signaler que le cerveau lui-même, le parenchyme cérébral lui-même n'est pas sensible à la douleur, parce qu'il n'y a pas de nocicepteurs à ce niveau. C'est la raison pour laquelle quand il est stimulé, il ne produit pas la douleur, mais il produit plutôt des paresthésies. Et ces paresthésies sont bel et bien localisées dans la partie du corps qui est sous le contrôle de la région cérébrale qui a été stimulée. Vous voyez? Alors, ce qui signifie que dans la majeure partie des céphalées sera bel et bien d'origine extracrânienne et non d'origine intracrânienne. Mais néanmoins, il y a certaines structures au niveau de la boîte crânienne qui sont bel et bien très très sensibles et qui sont susceptibles de créer des céphalées, comme par exemple les méninges. Quand les méninges sont irrités, ils peuvent créer des céphalées, ou alors certaines veines, comme par exemple les sinus veineux, quand elles sont irritées, ils peuvent créer des céphalées, ou alors certaines artères, lorsque ces artères sont irritées ou sont lésées, peuvent créer bel et bien des céphalées terribles. Donc, il faut noter
ces genres de nuances. Donc, les tissus cérébraux sont presque insensibles à la douleur, ça je vous ai déjà expliqué. Et à l'inverse, la traction sur les sinus veineux autour du cerveau, comme j'ai dit, endommager le tentorium ou étirer la dure mère à la base du cerveau peut entraîner une douleur intense reconnue comme céphalée. Donc, vous étirez la dure mère qui fait partie des méninges, vous allez causer des céphalées. Ou alors vous faites une traction sur les sinus veineux, là vous allez causer des céphalées. Comme j'ai dit que les veines sont bel et bien sensibles, les artères, mais aussi les méninges. Il faut bel et bien noter cette nuance. Alors, tous les types de stimuli traumatisants ou écrasants ou extensifs sur les vaisseaux sanguins et les méninges peuvent créer des céphalées parce que les méninges et les vaisseaux sanguins sont bel et bien sensibles au sein de la voûte crânienne. Mais il faut noter cet aspect-là concernant l'artère méningée moyenne. L'artère méningée moyenne, c'est bel et bien une artère très sensible, très sensible. C'est la raison pour laquelle en neurochirurgie, lorsque les neurochirurgiens ouvrent la voûte crânienne, normalement, ils prennent soin de pouvoir anesthésier cette artère parce qu'elle est très sensible et lorsqu'elle est irritée ou lésée ou stimulée, elle peut entraîner bel et bien des céphalées super intenses. Alors, il y a plusieurs types de céphalées intracrâniennes. D'abord, nous avons les méningites qui résultent bel et bien d'une inflammation ou une irritation inflammatoire des méninges. Ça s'accompagne le plus souvent des céphalées intenses et le plus souvent, ces céphalées sont holocrâniennes et interviennent dans le cas d'hypertension intracrânienne. Ensuite, vous avez la faible pression du liquide céphalorachidien peut aussi entraîner des céphalées. Comme par exemple, lorsque vous faites la ponction lombaire chez un malade, vous enlevez une petite quantité bien déterminée de liquide céphalorachidien. Alors là, vous enlevez le liquide de flottaison du cerveau. Qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau ne va pas bien flotter, il risque de s'expandre. Et lorsqu'il va s'expandre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bel et bien augmenter, exercer une certaine pression sur les méninges et c'est ce qui va entraîner des céphalées. Donc, c'est l'impact qu'a cette disparition du liquide de flottaison du cerveau qui fera en sorte que il est survenu des séparés par contact direct avec les méninges. Donc, les céphalées surviennent parce que les méninges sont bel et bien stimulés ou irrités. Alors, vous avez des céphalées d'origine alcoolique qui pourraient survenir par l'effet cytotoxique que possède l'alcool dans plusieurs tissus. On penserait que cet effet pourrait aussi s'exercer au niveau des méninges et cet effet cytotoxique et ceci serait aussi à la cause des céphalées. Alors, vous avez des céphalées qui sont causées par la constipation dont le mécanisme jusque-là n'est pas bel et bien défini ou déterminé. Maintenant, ici, on va parler des migraines. Ce sont bel et bien des céphalées qui sont localisées à un endroit très précis. Normalement, on les rattache aux phénomènes vasculaires anormaux. On va en expliquer le mécanisme tout à l'heure. Mais ces migraines débutent par des prodromes, comme par exemple les sensations de nausées, la perte d'une partie du champ visuel, un aura visuel, tout ça, ça peut figurer parmi les prodromes. Mais il faut expliquer ce qui se passe avec la migraine. C'est que d'abord, la théorie qui est actuellement en vogue chez la plupart des neurophysiologistes en neurosciences, c'est que on pense que les migraines seraient bel et bien déclenchées le plus souvent par le stress. Donc, quand il y a un état de stress, il y a bel et bien une hypersécrétion des catécholamines. Or, vous savez que les catécholamines ont bel et bien un effet vasoconstricteur et cet effet vasoconstricteur-là va entraîner une vasoconstriction au niveau des artères cérébrales et c'est cette vasoconstriction qui va bel et bien être à l'origine des signes prodromiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La vasoconstriction entraîne bel et bien une hypoxie ou une ischémie qui, après avoir causé des signes prodromiques, va faire en sorte qu'il y ait bel et bien un déficit en ATP. Quand il y a une hypoxie, parce qu'il n'y a pas de
il n'y a pas suffisamment de sang qui arrive au niveau d'un tissu ou alors au niveau de la paroi des vaisseaux, il n'y a pas production d'ATP, il y aura une altération de la contractilité, il y aurait, parce que c'est au conditionnel, il y aurait une altération de la contractilité des parois vasculaires qui vont devenir flasques, des parois des petits vaisseaux qui vont devenir flasques. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le flux sanguin abondant à travers les cerveaux qui passe maintenant à travers les vaisseaux dont la paroi est devenue flasque va faire en sorte que ces parois soient étirées, voyez, et c'est lorsque ces parois sont étirées que les terminaisons nerveuses localisées dans ces parois qu'on appelle les vasa nervorum seront bel et bien irritées et cette irritation-là des terminaisons nerveuses pourra bel et bien être à l'origine des migraines. C'est ça la théorie qui est jusque-là admise en neurophysiologie. Donc, ce que je vous disais, une émotion, une tension prolongée entraîne un vasospasme, un réflexe des artères cérébrales qui entraîne une ischémie, entraîne des symptômes prodromiques, comme je vous ai dit. Et puis, à la suite de cette ischémie intense, il y a l'épuisement de la contraction des muscles lisses, comme je vous ai dit, qui serait dû à l'hypoxie, dû à un déficit d'ATP, ce qui entraîne une flaccidité des vaisseaux pendant 24 à 48 heures. Et ceci sera bel et bien à l'origine de la migraine parce que la pression sanguine dans les vaisseaux va entraîner leur dilatation et pulsation intense étant donné que la tonicité a déjà été remplacée par la flaccidité et c'est l'étirement excessif des parois des artères, y compris de certaines artères extracrâniennes comme l'artère temporale qui va entraîner des douleurs réelles des migraines. Donc ça c'est la théorie qui est admise actuellement. Alors il y a plusieurs types de céphalées extracrâniennes. Nous avons d'abord des céphalées résultant d'espasmes musculaires comme par exemple l'étrismus ou contraction du muscle masséter peut entraîner bel et bien des céphalées ou même la contraction du muscle temporal. Ça peut aussi entraîner des céphalées. Alors, vous avez des céphalées qui sont causées par l'irritation des structures nasales, en particulier les sinus, que ce soit les sinus frontales ou les sinus maxillaires. Si les sinus frontales sont bel et bien irrités, il y aura bel et bien des céphalées. Ou alors, si les sinus maxillaires sont bel et bien irrités, il y aura des céphalées, mais ces céphalées ne seront pas d'origine intracrânienne. Donc, en quelque sorte, c'est la douleur qui est projetée au niveau du crâne, mais en réalité, la cause se situe au niveau des sinus frontales, au niveau des sinus frontales et au niveau des sinus maxillaires. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi des céphalées qui sont causées par des troubles oculaires. Et ici, il faut noter deux nuances qui peuvent expliquer cela. Parfois, vous avez des troubles oculaires qui peuvent résulter bel et bien lorsque vous tentez de pouvoir contracter vos muscles ciliaires, comme par exemple les personnes qui souffrent des troubles de réfraction, comme par exemple les myopes. Quand vous présentez un objet éloigné à un myope, lui, il est capable de pouvoir les voir facilement parce que pour les myopes, l'image se forme en avant de la rétine. C'est la raison pour laquelle il doit normalement voir des objets rapprochés. Tandis que pour le presbyte, c'est en arrière de la rétine. Alors, quand vous présentez un objet éloigné à un myope, pour qu'il puisse les voir, il doit contracter les yeux, les muscles ciliaires et faire en sorte que il puisse voir très très clair l'objet que vous êtes en train de lui présenter. Alors, le fait de contracter les muscles, contraction signifie compression aussi des vaisseaux. Qui dit compression des vaisseaux dit ischémie. Qui dit ischémie dit production des métabolites, donc, ou alors des déchets du métabolisme. Et qui dit déchets du métabolisme dit irritation des fibres nerveuses. Et quand les fibres nerveuses sont irritées, il y a bel et bien de la douleur et c'est ce qui cause des céphalées. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui souffrent des maux d'yeux, des myopes ou alors des hypermétropes ont bel et bien des céphalées. Justement, c'est à cause de ça, c'est ça le mécanisme. J'espère que vous avez bel et bien compris.
Alors, il y a aussi des céphalées par irradiation oculaire. Supposons par exemple que il est midi et vous êtes en train de fixer le soleil. En fixant le soleil, vous allez bel et bien irradier via les rayons ultraviolets vos yeux, et cette irradiation-là pourra faire en sorte que vous puissiez avoir des céphalées. Il en est de même avec la flamme d'un soudeur. Si vous êtes en train de fixer la flamme d'un soudeur pendant longtemps, vous risquez d'avoir des céphalées dues aussi par le phénomène d'irradiation. Donc, deux cas de figure, la difficulté à focaliser clairement les yeux entraîne une contraction excessive des muscles ciliaires de l'œil, et ça, justement pour avoir la vision claire, et ceci pourra causer des céphalées. Alors, si vous exposez aussi les yeux à une irradiation excessive, comme je vous ai dit, par exemple une exposition à la lumière solaire, euh, ou alors une exposition à la flamme d'un soudeur, peut aussi entraîner bel et bien des céphalées. Voilà, merci beaucoup chers amis, je suis à la fin de mon exposé par rapport à la douleur. J'espère que vous avez bel et bien compris. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. J'espère que vous allez me rejoindre en commentaire pour des questions. Voilà, je vous aime bien. Mes salutations à tout le monde. Salut tout le monde à la maison. N'oubliez pas de vous protéger contre le COVID-19. Lavez vos mains et respectez la distanciation sociale. Voilà. À la prochaine. Je vous remercie.